Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences et de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Ce 20e épisode est consacré au parcours d'un intrapreneur au service de l'adaptation au changement climatique des villes, des territoires et des infrastructures. J'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Karim Selouane. Sa soif insatiable d'apprendre, son enfance, ses études et ses expériences de terrain ont développé pour Karim une conscience aiguë des défis environnementaux, climatiques et sociaux. Karim mobilise ses connaissances, sa sensibilité et ses convictions au service des futurs souhaitables. Il nous partage pourquoi les enjeux scientifiques, culturels, sociaux et spirituels sont pour lui complètement indissociables. Belle écoute! Bonjour Karim. Bonjour Perrine. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi de me donner cette très belle opportunité de discuter et d'ouvrir un échange qui, je l'espère, sera très intéressant. Et contagieux aussi, j'espère. Je l'espère aussi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, je m'appelle Karim Selouane. Je suis fondateur et le directeur d'une structure au sein du groupe Vinci qui s'appelle Résilience. C'est un bureau d'études qui est dédié aux questions d'adaptation au changement climatique, un projet qui me tient d'autant plus à cœur que c'est un sujet que j'avais traité lors de ma thèse de doctorat, où j'ai passé 4 ans de ma vie au Sahara sur ces questions de compréhension des enjeux climatiques. Il y a de cela, c'est entre 2002 et 2006. Et quelques années plus tard, en passant par différents parcours industriels, je me retrouve à pouvoir créer un projet d'entreprise qui, je l'espère, aura un impact positif. En tout cas, c'est une conviction forte personnelle et aussi qui répond à une volonté de ma part aussi de trouver peut-être sens dans les activités que je souhaite mener au devant. Voilà. Et donc ça, c'est ce que je suis actuellement. Mais autrement, je suis d'origine parisienne. Non, d'origine. Je vis à Paris, dans le 12e arrondissement, à côté de Gare de Lyon, dans le quartier Aligre, Coulée Verte, quartier que j'apprécie beaucoup. Euh, je suis né à Nanterre, non loin des quartiers des bidonvilles, qui fut le plus grand bidonville de France durant les années 70-80, et aussi un lieu très emblématique qu'est l'hôpital de Nanterre, qui est encore aujourd'hui de, le plus grand centre d'hébergement des sans-abri d'Île-de-France. Et ces deux sujets que j'évoque, à savoir celui lié au changement climatique, à l'environnement, et celui lié aux conditions sociales, tant d'habitat, parce que les bidonvilles, je les ai vus de mes yeux, hein, et puis les conditions des sans-abri que l'on voyait étant petit quand on jouait dehors, car tous les jours, hein, le SAMU parisien, les services sanitaires de la ville de Paris venaient déposer, pour pas dire autre chose, hein, ces sans-abri. Donc ces deux sujets sont venus conditionner, je dirais, ma personne. Voilà. Donc, qui je suis, je pense que c'est une association de tout ça. Et voilà. C'est intéressant que tu partages à quel point finalement l'habitat
a eu un impact fort sur tes décisions. C'est vrai Alors, que c'est effectivement, impressionnant, ouais. l'habitat, oui, d'autant que, alors, sans faire de psychanalyse, ce que je vois, même là, en écoutant ta remarque, effectivement, c'est que la notion d'habitat, dans le travail que j'effectue actuellement, on traite également des sujets d'adaptation des conditions d'habitation aux enjeux climatiques, c'est-à-dire des conditions à la fois techniques, des conditions également économiques, mais aussi des conditions de confort et de santé, et des conditions sociales. Voilà. Et effectivement, je pense qu'il y a peut-être un fil rouge, même si j'ai pu avoir un parcours extrêmement hétéroclite, parce que je suis passé dans mon parcours professionnel sur des sujets d'exploitation et d'exploration minière, sur des sujets d'exploration pétrolière. Je suis passé sur des sujets de gestion de déchets, des déchets, donc des métiers qui, de prime abord, peuvent paraître extrêmement antagonistes avec les enjeux environnementaux, mais qui de toute manière sont des sujets qui sont très structurants dans les économies actuelles. Et au final, là, je traite des sujets qui sont complètement en phase avec les enjeux du XXIe siècle, à savoir les questions de dérèglement climatique, les questions de comment est-ce qu'on s'adapte à ces enjeux, et dont l'une des dimensions est celui de l'habitat, effectivement. Alors maintenant, l'habitat, effectivement, je ne le regarde peut-être pas de la même manière que certains, parce que j'ai un parcours qui est le mien. Et dans ce parcours, il y a un parcours à la fois d'étudiant, d'ingénieur, de scientifique, mais aussi un parcours d'humain qui a vécu non loin, je dirais, des bidonvilles, mais aussi qui a hérité des conditions d'habitation de ses parents, qui ont été extrêmement difficiles, à savoir en France ou de du pays d'origine de mes parents, à savoir le Maroc, le Grand Sud Maroc, voilà. Et puis aussi le fait que euh, les, euh, effectivement, ces sujets-là sont des sujets qui me tiennent fortement à cœur. Et puis, tu posais la question qui je suis. Je pense que si je pouvais avoir une deuxième vie, je pense que j'aurais pu être. Ça, c'était un souhait que j'avais à une époque. Travailler dans peut-être des sujets beaucoup plus sociaux que des sujets beaucoup plus techniques. Mais le choix, et voilà, il a fallu trouver une voie à un moment donné, et puis c'est la partie technique qui l'a emporté, même si j'essaye actuellement d'y associer les dimensions sociales. Voilà. Tu parlais d'antagonisme entre les questions environnementales et puis les sujets techniques d'énergie. Mmh. Mais en quoi c'est antagoniste la dimension technique et la dimension sociale aujourd'hui Alors, pour toi? pour moi, elle ne l'est pas, mais elle peut paraître. Elle peut paraître antagoniste. Alors, il s'avère que j'ai travaillé sur des projets de renforcement de capacité auprès de pays en voie de développement pour essayer d'accompagner un certain nombre de pays qui possédaient des ressources naturelles, notamment des ressources hydrocarbures, minières, pour qu'elles puissent avoir derrière des moyens de les valoriser, donc de, de les aider à leur programme de développement. Voilà. Donc, avec du recul, on peut se dire, mais est-ce que ces choix d'accompagner un certain nombre de pays en voie de développement vers des économies fortement carbonées qui ont des impacts directs sur l'environnement et sur le climat, peut poser question. Moi, ça m'a souvent traversé l'esprit, mais dans le même temps, elle devait répondre à des impératifs de développement socio-économique. Et donc la question, elle est kafkaïenne des fois, c'est-à-dire que on peut se dire oui, mais non, on ne peut pas continuer à aider des pays qui souhaitent promouvoir des économies fortement carbonées, et dans le même temps ne pas apporter de réponses concrètes dans l'immédiat à des populations qui ne demandent qu'une chose, c'est avoir de quoi manger, et de quoi travailler et avoir des revenus. Donc il y a ces conflits qui sont à la fois culturels, économiques, et que moi j'ai vu dans des projets, que ce soit en Afrique subsaharienne, que ce soit en Asie centrale, et voilà. Et donc ces questions m'ont toujours traversé. Après, à un moment donné, il faut apporter des réponses de toute manière, hein. Il y a l'approche philosophique d'un côté, il y a aussi des fois moi, il m'est arrivé d'être dans des sujets où je culpabilisais de pouvoir traiter un certain nombre de sujets, et en même temps, j'essayais de dépassionner mes propres convictions pour essayer de prendre du recul et de dire, mais finalement, c'est autant accompagner des pays vers une transition
mais en faisant en sorte que ce qu'elle ferait dans des économies encore fortement carbonées, parce que c'était mon rôle, de voir comment renforcer les capacités en lien avec le secteur minier et pétrolier par exemple, mais dans un cadre où les enjeux environnementaux seraient extrêmement prégnants, considérés au même titre que l'impact financier et économique. Donc là, j'arrivais à trouver un équilibre qui était en phase avec mes convictions. Voilà. Donc il y avait toujours, c'est pour ça que je parle d'antagonisme. Et qu'est-ce qui te faisait culpabiliser, en fait? Quand on est conscient des facteurs du dérèglement climatique, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que une grande partie de l'activité Non, mais anthropique, tu es quand même voilà. sorti des mines, hein? Oui, probablement, mais ce que je veux effectivement, mais probablement que on connaît la réponse. En tout cas, on en comprend les mécanismes. Donc quand on comprend les mécanismes, des dynamiques climatiques, des dynamiques atmosphère-climat et derrière, comment est-ce que les activités anthropiques ont évolué et comment ces évolutions ont, de manière factuelle, et très mesurable, avec des, très mesurables, hem, heu, impacté et dégradé l'environnement et le climat, parce que je distingue bien climat et environnement, en tout cas, ces 2 piliers ont été dégradés et ben oui, ça interroge sur, le modèle global et donc si on a conscience de ce modèle global qu'il faut absolument revoir, quand on est dans des actions très locales où le changement global, du modèle mondialisé peut être remis en question, dès qu'on arrive à des échelles très locales, là, il se pose des sujets qui sont beaucoup plus complexes. Et c'est là où on se dit, finalement, on peut avoir des propositions contradictoires avec des objectifs globaux, mais avec des réalités locales qui ne sont pas du tout au même rythme, au même niveau, avec les mêmes enjeux, les mêmes défis, etc. Donc ça a été mon quotidien pendant des années, et donc c'est là où je dis que en tant qu'individu, effectivement, ça questionne et on essaie de trouver des réponses, de ne pas fuir ces réalités, mais d'essayer de voir au quotidien comment est-ce que l'on peut essayer d'apporter sa contribution, modeste soit-elle, pour faire avancer dans un futur souhaitable ou dans des futurs souhaitables, parce qu'il y a des futurs, comment est-ce que ces trajectoires heu, peuvent être mises en action et donc comment, à titre personnel, je peux être utile et apporter ma brique. Et c'est aussi en ce sens que j'ai, par conviction, réalisé et poussé à fonder au sein du programme intrapreneur du groupe Vinci, Résilience. Justement, par rapport à cette contribution, cette pierre à l'édifice, quelle est, celle, qui t'a particulièrement marquée, dont tu aimerais nous parler? Hem, Au sein de Résilience ou de manière générale sur ce De manière générale. Oh, il y en a plusieurs, disons, je vais en donner peut-être 2. Il y a, les 4 années, passées au Sahara, qui ont été pour moi à ce jour, la plus belle expérience personnelle, humaine que j'ai pu vivre. Vraiment la plus belle. Ça a été 4 années intenses, où j'ai, travaillé dans le grand sud du Maroc, en Mauritanie, au Mali, dans toute cette région, donc sur près de 800 000 km², voire même 1 million de kilomètres carrés de zone, auprès de l'armée, donc des états-majors, que ce soit l'armée, les forces, armées royales marocaines, l'armée, aussi, et le corps militaire mauritanien, en mer, à ciel, parce que j'ai pu parcourir cette région par hélicoptère aussi. Ça a été un et j'ai vu, j'ai compris, j'ai touché la matière, environnementale, le sable, le caillou, la végétation, parce que j'ai fait une thèse sur ces sujets-là et j'ai, réussi à comprendre concrètement, mais ce que signifiait au quotidien et sur des échelles de temps, des temps géologiques, des temps, géomorphologiques, parce que c'est 2 disciplines différentes, des temps géographiques et des temps socio-économiques. Comment est-ce que ces variabilités climatiques finalement, s'enchaînaient? Comment est-ce qu'elles fonctionnaient? Et du coup, comment est-ce qu'elles positionnaient notre civilisation à un instant T sur cette chronologie? Et ça m'a transformé
Et je crois que tout le reste de mon activité au retour du Sahara a été toujours conditionné par ce regard-là. C'est-à-dire que ce regard, je l'ai encore, il ne m'a jamais lâché. Et dès que je suis sur des sujets quels qu'ils soient, j'ai toujours ces grilles de lecture que j'ai tenté d'essayer d'éclairer euh, quand j'étais sur le terrain au Sahara, pour m'aider à comprendre ou en tout cas à essayer de questionner des sujets que je traite. Alors bon, avec succès, plus ou moins de succès, des fois ça marche pas, mais en tout cas c'est une forme de, il y a un prisme à partir duquel j'essaie d'analyser mon actualité, l'actualité de mes projets, certaines relations dans certains débats que je puisse avoir avec différents acteurs, différents partenaires, différentes parties prenantes, etc. Si je comprends bien, en fait, c'est à la fois, ce sont à la fois tes études, donc la partie intellectuelle, la compréhension intellectuelle des enjeux, Mmh. puis cette expérience dans tous les sens, au sens des 5 sens du terme, Mmh. dans le Sahara, qui ont déclenché une vraie prise de conscience. Alors, la prise de conscience, je pense que je l'avais assez jeune parce que j'ai toujours voulu travailler dans le milieu environnemental. Alors, environnemental de manière extrêmement large parce que quand j'étais petit, je rêvais beaucoup des dinosaures, bien sûr, mais comme beaucoup. Et puis, les dinosaures finalement nous projettent vers les fossiles, donc les fossiles nous projettent vers la roche, les sédiments, donc la géologie. Et puis la géologie, quand on ouvre, finalement, c'est pas vraiment de l'inerte parce que les sédiments et la lithologie sont des bibliothèques, des archives des paléo-environnements. Du coup, une fois qu'on a compris ce que renferment ces substrats qui paraissent inertes, eh ben, on commence à rentrer finalement dans une lecture des environnements passés. Donc, on comprend finalement qu'il y a toujours eu des évolutions, mais des évolutions qui se sont expliquées par des mécanismes assez complexes, des interactions extrêmement complexes. Et c'est cette complexité-là qui a commencé à m'interroger sur finalement qu'est-ce que veut dire l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement? Qu'est-ce que les paléo, quels sont ces paléo-environnements? Comment en est-on arrivé à ces environnements actuels? Et derrière, bien sûr, il y a ces questions évolutionnistes également, sans forcément parler de Darwin. Et donc, ça a été ma porte d'entrée. Et ce qui fait que très tôt, j'ai été sensibilisé à titre personnel. Je me suis dit, tôt ou tard, il va falloir que je travaille dans un domaine qui est lié à l'environnement. Pas forcément sur le climat. Il n'y avait pas forcément le climat, mais c'était l'environnement. Et juste pour corroborer, parce que quelque chose d'important, c'est que j'ai une double formation. J'ai aussi une formation en sciences humaines. J'ai fait un parcours de géographe à Nanterre, Paris 10 et à la Sorbonne. Et ce parcours, en lien également avec mon parcours d'ingénieur et de docteur de l'école des mines de Paris, m'ont beaucoup ouvert l'esprit. C'est-à-dire que je remercie les sciences humaines et pour moi, je le dis tout le temps, et malheureusement c'est assez mal valorisé dans le monde privé. Les sciences humaines sont pour moi une source de réflexion extrêmement puissante et je pense qu'on aurait beaucoup à y gagner que de travailler avec, de créer des équipes à la fois de techniciens et de spécialistes des sciences humaines. Et à ce titre, la géographie est pour moi et a été pour moi la plus belle des disciplines que j'ai pu découvrir. Voilà. Waouh, quelle soif d'apprendre! Là, il y a aussi, il y a la soif peut-être, mais il y a aussi les personnes que l'on rencontre, hein. Moi, j'ai rencontré des professeurs qui m'ont donné des livres, prêté des livres, voilà. Et puis cette soif d'apprendre, ça tient aussi de ma famille, à savoir que moi, j'ai des parents qui ne sont pas allés à l'école. N'étant pas allé à l'école, ma mère était femme de ménage, hein, voilà, mon père était maçon. Ensuite, avec mes frères et sœurs, nous avons grandi uniquement avec ma maman pour des raisons, voilà, d'aléas de vie. Et donc, nous étions une famille nombreuse. Tous mes frères et sœurs ont réussi à minima avec un bac plus 5 à travers une grande sœur qui s'appelle Fatima. Et cette grande sœur, Fatima, ce qu'elle nous achetait en grande majorité, c'était des livres. Alors des livres d'occasion, quels qu'ils soient, c'était des livres, des livres, des livres, des livres, des dictionnaires. Elle nous avait à l'époque offert l'encyclopédie Nathan. Donc, je me souviens, on avait vu débarquer 16 livres de A à Z. Et ben voilà, ben on dévorait, tout comme maintenant on peut dévorer Internet. Eh ben, on a dévoré avec mes frères et sœurs les Larousse, l'encyclopédie de la littérature française,
Elle nous avait, on était abonnés très tôt au Courrier International. Elle nous avait abonnés également au Nouvel Obs. On lisait aussi un certain nombre de revues très à gauche aussi, je l'ai dit, hein, voilà, très à gauche. Voilà, bon ça c'est, mais avec toujours une ouverture d'esprit. Et puis elle nous emmenait très régulièrement de manière en alternant, parce qu'il y avait aussi une question de budget vu qu'on n'avait pas un rond, hein, mais on essayait de trouver des astuces pour aller des fois dans les musées, parce que les musées étaient gratuits. Très souvent le premier mercredi du mois, si mes souvenirs sont bons, ou le premier dimanche du mois, je ne me rappelle plus. Notamment le Louvre, elle nous emmenait dans des bibliothèques, et puis à partir de là, cette soif, en découvrant les bibliothèques, moi je me souviens, je partais presque la plupart de mes week-ends quand j'étais au fin collège et au lycée, je traversais la banlieue parisienne pour aller faire mes devoirs à Beaubourg, et je restais jusqu'à 10 heures enfermé à Beaubourg au calme pour faire mes devoirs, et après aller dans des rayons et prendre des livres et lire. Ah, ça me Voilà. rappelle de bons souvenirs, cette bibliothèque de Beaubourg, ouais, Beaubourg, voilà. Eh ben, bel espace avec une jolie vue, exactement, voilà. voilà, qui ouvre les horizons. Et, Exactement. et aujourd'hui, j'imagine que cette soif d'apprendre n'a pas tari. Comment Non, est-ce que tu as continué à apprendre? alors moi j'enseigne en parallèle, donc je suis également enseignant donc à l'université et à Sciences Po, donc Tu veux dire que enseigner, c'est une façon aussi exactement. d'apprendre? Exactement, à double titre, parce que non seulement il faut préparer les cours, donc du coup préparer un cours c'est aussi une manière de se mettre à jour. Et ensuite il y a un élément très important, c'est que les étudiants sont très réactifs. On est dans une société où tout ce qui est dit peut être scruté, analysé, donc il y a aussi une recherche de vérification presque instantanée de ce que va dire le professeur avec les téléphones portables. Ce pourquoi dans mes cours, j'interdis et je proscris très souvent les connexions Internet et le téléphone portable pour que les étudiants puissent être directement à l'écoute et qu'ensuite ils puissent prendre avec du recul, faire leur propre recherche contradictoire s'ils le souhaitent. Mais pour être vraiment dans ce temps d'échange, et puis il y a le questionnement des étudiants. Et il faut être en capacité de pouvoir répondre aux étudiants, mais répondre soit par des éléments que l'on connaît, mais aussi répondre souvent par nous ne savons pas. Et certaines questions ouvrent aussi des choix ouvrent des pans finalement de réflexion. Voilà, donc j'apprends énormément par ce biais-là, et c'est quelque chose qui me structure intellectuellement et qui m'est très important. C'est un pilier aussi dans mon équilibre personnel, cette activité d'enseignement que je fais depuis 2008. Voilà, donc j'enseigne à des étudiants, à des géographes, j'enseigne à des étudiants en génie civil et à des étudiants de Sciences Po. Voilà. Donc, j'entends que tu es enseignant, que tu mènes un gros projet d'intrapreneuriat, que tu as un poste, que tu as une vie bien remplie. Est-ce que je peux te demander, du coup, qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Qu'est-ce qui me fait lever le matin? Plusieurs choses. Déjà, d'avoir faim pour aller prendre mon petit déjeuner. Ça, c'est vrai, voilà. Pour aller prendre mon petit déjeuner, c'est quelque chose qui est très important. Donc, très souvent, je me dis: «Ah, j'ai faim», voilà. Non, bon, Donc tu ça prends le temps d'un petit déjeuner, ah, mais bien sûr, et c'est déjà. très important, tout à fait, très, très important. C'est tout simplement le fait d'aimer la vie, voilà, l'effet, je savoure chaque instant, le bonheur que j'ai, d'avoir la vie, que j'ai en ce moment. Alors ça a pas été un combat, ça a pas été un parcours facile, hein, moi je suis né, dans un milieu très populaire, avec une famille nombreuse. Nous avons grandi dans un 2 pièces, hein, on était plus de 6 à la maison. Voilà, avec une maman qui sait pas lire et écrire, on mangeait pas toujours à notre faim. Nous allions très souvent chercher à manger, et c'était très, très dur, c'était d'une violence sociale forte. Nous allons chercher à manger dans les banques alimentaires, notamment on avait les tickets du Restaurant du Cœur. Nous allons chercher à manger au Secours populaire. On partait en vacances petits avec le Secours catholique également. Voilà, donc j'ai vécu dans ces conditions-là. Mais à côté, il y a eu l'amour d'une mère extrêmement forte,
l'amour d'une mère et d'une famille extrêmement unie et pour lequel le salut des études était important. Salut des études et puis aussi du sport parce que toute ma famille on a fait du sport, tous. Donc on avait aussi un groupe d'amis qu'on avait fédéré autour des activités sportives. Donc on était des coureurs, on faisait de l'athlétisme ou du triathlon dans la famille. Et donc tout ceci a constitué une forme de construction de mes frères et sœurs et donc de moi, voilà, parce qu'on se positionne aussi avec des interactions avec des grands frères, grandes sœurs. Et donc, quand on a vécu, en tout cas, ce que moi j'ai pu vivre, sans rentrer dans le détail, ce qui a eu aussi des drames, voilà, j'ai perdu mon père, j'étais très petit, il y a eu plusieurs choses de ce type, et donc, on sait ce que c'est que de vouloir apprécier la vie. Voilà. Non seulement apprécier la vie et puis aussi de relativiser ce qu'est finalement, ce que signifie, être riche, être pauvre, voilà, ce sont des notions qui sont très relatives, même si on était très pauvre. J'ai jamais été dans le besoin parce que tout simplement on avait l'amour familial qui était très fort et qu'on avait, la richesse de la culture. À savoir que, on nous a transmis des valeurs, ma mère nous a transmis des valeurs qu'elle a appris, au Maroc et aussi des valeurs très fortes de la française que nous avons pu acquérir avec la socialisation de nos camarades de classe, de sport et aussi avec des rencontres de Pygmalion, c'est ce que j'appelle, d'instituteurs et de professeurs qui ont été des lumières. Voilà. Donc moi, ça m'a construit, ce qui fait que on en a tous gardé une force très positive. Et donc le matin, moi quand je me lève, je me dis voilà, c'est une nouvelle journée, il va y avoir plein de trucs et j'aime les défis. J'aime beaucoup. Alors après j'ai aussi de la chance, je sais la chance que j'ai, mais en même temps c'est une chance très relative parce que je me suis battu pour avoir. Voilà, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure. Néanmoins, je suis heureux de vivre ce que je vis. Voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, je suis pas naïf. Il y a des situations qui m'agacent, il y a des rencontres qui m'exaspèrent, il y a des situations qui m'attristent, voilà, parce qu'on vit dans un monde aussi plus ou moins anxiogène, plus ou moins avec aussi des enjeux que l'on traverse en ce moment. On parle de la crise sanitaire, mais il y a la crise climatique, il y a la question des risques socio-économiques. Il y a aussi le discours ambiant très avec une sinistrose, je dirais très saturante, pour pas dire autre chose. Et malgré ça, voilà, je regarde les choses de manière positive et donc c'est plutôt c'est toutes ces lueurs d'espoir et c'est comme pour être, je sais pas si je suis clair, mais ce que je veux dire est assez bateau, mais quand on regarde un verre, c'est souvent ce que je dis, on a un verre, il est à moitié plein ou à moitié vide. Je préfère dire qu'il est à moitié plein. Voilà. Et ça, c'est un postulat très important, et je pense que si on arrivait à regarder les choses, analyser les choses de manière plus positive, sans effacer les difficultés, mais en tout cas en les traduisant de manière positive, je pense qu'on tout le monde en sortirait gagnant. Donc moi, c'est ce qui m'anime le matin. C'est que je me dis, les choses vont aller mieux. Il y a toujours des les expectatives et nos futurs lointains ou proches seront positifs. Et j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Merci pour le partage de ce cheminement positif, constructif et riche de toutes ces énergies. En plus, énergie, c'est un mot important dans ton parcours, mais riche de toutes ces énergies que tu as réussi à capter des différentes étapes de vie. Quand tu arrives au bureau, au travail, ou voilà, quand tu y arrives physiquement ou via ou via Internet récemment, tu y arrives avec l'envie de faire quoi? D'avancer sur plein de projets. Je me dis toujours, alors ça c'est je sais que j'ai aussi une manière d'être qui peut parfois déconcerter, donc je sais ce que je peux attirer comme positivisme ou comme agacement. Je suis voilà, parce que j'ai une manière d'être aussi. J'ai effectivement beaucoup d'énergie et peut-être que très souvent cette énergie peut en fatiguer plus d'un. Ça, j'en suis conscient. Mais je me dis que c'est
pendant très longtemps, j'ai essayé de me retenir, et un jour je me suis dit: «Mais ça sert à rien, je suis tel que je suis et merde quoi, je suis tel que je suis». Si j'en suis là, aujourd'hui, j'ai un parcours qui est le mien, je vais pas me dénaturer. Je ne vais pas me dénaturer, voilà. Je fais de mal à personne, je tue personne, j'ai des convictions plus ou moins fortes. Hem et ben, quand j'ai en tout cas sur le plan professionnel, sur cette base-là, je me dis: «C'est pas les idées qui manquent, ce ne sont pas les opportunités qui manquent, c'est plutôt des questions de moyens», souvent, hein, c'est souvent des questions de moyens. Tant que j'aurai cette dynamique, tant que j'aurai cette motivation de me dire que, voilà, on peut aller sur tel projet, on peut collaborer avec tel type de partenaire et cetera. Tant que toutes ces idées dans ma tête seront, en mouvement, je serai heureux. Le jour où ça s'arrêtera, c'est qu'il y aura un problème et qu'il faudrait que je fasse autre chose. Est-ce que tu pourrais me partager justement un projet que tu as réalisé peut-être justement au sein de Résalliance qui t'a apporté Ouais. beaucoup d'énergie? Ouais. Hem, alors, il y a, je vais donner quelques petits projets. Nous avons, réussi à monter un projet avec le programme des Nations unies pour l'environnement au Liberia, pour, développer, la première plateforme en Afrique de partage des connaissances environnementales et climatiques. Dans un pays avec un dont l'histoire est tragique, hein, coup d'État, guerre civile, épidémie, donc toute une série, de crises majeures, nous avons réussi, avec, les instances, publiques locales à constituer cette plateforme. Donc on l'a fait en un temps record avec mon équipe, à peu près, on a mis, 5-6 mois on en est satisfait, d'autant que c'était une première en Afrique cette plateforme, en plus, on en a décliné une version pour les enfants et l'objectif de cette mission consistait à permettre à tous les acteurs publics privés, quel que soit leur niveau de compétence, de, saisir des informations environnementales et climatiques en lien avec le Liberia pour les alimenter dans leur prise de décision, heu politique ou de stratégie de développement. Et on a décliné ce module aussi pour les enfants dans la mesure où, comment faire en sorte que l'on puisse préparer les futures générations à cette sensibilisation. Donc ça, c'est un projet, pour lequel, l'équipe est fière parce que c'était un travail collectif. Ensuite, un autre projet, mais je peux pas en parler, je peux pas parler du partenaire, mais c'est un projet qu'on réalise et on a réalisé une partie au Kazakhstan, en Asie centrale et on a réussi à travailler dans un pays qui m'était cher parce que j'ai toujours eu, l'envie de travailler en Asie centrale. Je suis je suis fou amoureux des grands espaces et pas n'importe lesquels. J'aime les grands déserts, que ce soit les déserts froids ou les déserts chauds. Donc je suis allé, dans l'hémisphère sud, en Patagonie, je suis allé dans l'hémisphère nord, au niveau du cercle polaire, je suis allé au Sahara, j'ai fait le désert aux États-Unis, le désert en Australie et il me manquait une zone, c'était le grand désert froid d'Asie centrale. Donc on a réussi avec mon équipe à monter un projet local, au Kazakhstan, heu, voilà, avec un partenaire dont je ne peux pas citer le nom, mais ça a été, l'accomplissement d'un rêve à titre personnel et en même temps la l'alliance d'un rêve personnel avec, une utilité, professionnelle voilà. Et à l'inverse, peut-être un projet qui n'aurait pas fonctionné et pourquoi? Nous montons des projets avec un certain nombre de pays, en lien avec le programme des Nations unies pour l'environnement. Donc nous sommes en train de monter un projet, aux Seychelles. Nous sommes également en train de monter un projet au Maroc. Heu, voilà, lié, à l'accompagnement, de solutions techniques et d'outillage, pour la prévention, des risques climatiques sur les secteurs économiques, donc notamment au Maroc et aux Seychelles. Et puis, on a réussi également à monter un projet, heu,
de A à Z au Sénégal, un projet qui va démarrer en début 2021 avec l'Université de Rouen et l'Université de Dakar et le ministère de l'Environnement du Sénégal avec le programme des Nations Unies pour l'environnement et le Space Climate Observatory, qui est l'observatoire du changement climatique des Nations Unies. Nous avons monté un projet pour développer un outil de planification des aménagements de la zone côtière du Sénégal par rapport aux risques climatiques, c'est-à-dire comment planifier la transformation du littoral par phasage avec l'augmentation du niveau marin et les processus d'érosion avec un territoire pilote qui est Saint-Louis du Sénégal. Voilà. Saint-Louis du Sénégal, qui est une ville qui est vouée en grande partie à disparaître. Hein. Je ne sais pas si vous avez un peu la vue de Saint-Louis du Sénégal. Vous allez sur Internet, vous regardez photographie aérienne. Elle repose sur un banc de sable et ce banc de sable est en pleine érosion et la moitié de la ville se situe sur un banc de sable. Donc, il va se poser des questions extrêmement fortes sur le plan technique de délocalisation. Et en même temps, il se pose un sujet central qui est celui des populations qui sont liées à l'économie de la mer. Et que fait-on de ces populations qui, de génération en génération, ont construit toute une culture, une économie, des rapports sociaux en lien avec l'économie de la mer, et de leur dire que la mer va devenir un danger, le front de mer en tout cas, que certes vous allez pouvoir continuer à pêcher, mais que vous n'allez plus pouvoir habiter à côté de la mer. Donc nous allons vous proposer d'habiter à plus loin, dans l'arrière-pays ou dans l'arrière-ville, et même si c'est à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres du trait de côte, c'est un arrachement culturel. Et ça, c'est des dimensions anthropologiques, ethnologiques, sociologiques, qui très souvent sont absentes des approches très technicistes quand on veut aborder les questions de gestion de risques naturels sur les infrastructures ou de questions d'adaptation des aménagements et de l'habitat, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. Et là, on voit bien avec cet exemple-là que la dimension humaine est centrale. Parce que si vous mettez des populations dans des espaces même qui soient les plus aménagés de manière, je dirais, excellente, avec tous les services de haute qualité, mais que les gens n'arrivent pas à s'identifier à cet espace géographique, bah, vous ne répondez pas aux objectifs, et là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ceci m'amène à un autre sujet. J'espère que je suis un peu, j'espère ne pas bifurquer dans tous les sens. Mais ceci m'amène à un exemple. Pardon. J'adore parce qu'en fait, je te demandais un projet qui n'avait pas abouti et finalement, tu me parles avec énergie et conviction d'un autre que tu portes. Mais justement, moi, du coup, j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est qu'est-ce qui fait que tu arrives à faire avancer ces projets qui te tiennent particulièrement à cœur? Alors, je pense que c'est la conviction. Je pense qu'il y a une question de conviction et d'écoute. Conviction et écoute. Je n'arrive pas en disant je sais tout, je sais. J'arrive en disant plutôt l'équipe avec laquelle que je suis en train de construire, je suis accompagné d'une équipe, hein, donc j'ai constitué une équipe. Il y a eu des réussites, des échecs au sein de parce que mon équipe est en train d'évoluer, elle a évolué, voilà. On apprend aussi dans les interactions que l'on a avec avec ses collègues. Et ce qui est le plus important, c'est aussi quand j'essaie de recruter des collaborateurs, des collègues, c'est leur force de conviction intime et leur capacité à pouvoir convaincre autrui, mais également être dans l'écoute et de la remise en cause de leurs propres convictions. Donc ça, c'est un postulat de départ qui est un exercice, qui n'est pas forcément acquis et qu'il faut constamment apprivoiser, le terme, hein, oui, je pense que il faut avoir une capacité pas d'autogestion, j'aime pas, je parlais d'apprivoiser, voilà, je pense que c'est le bon terme, pour toujours trouver des consensus. Et donc, je pense que dans tout projet, il y a une forte dimension de rapport humain. Et donc, c'est dans ces interactions que les choses peuvent se faire. Et je crois énormément, quand on parle de business, parce que au-delà de ce qu'on vient de dire depuis le début,
in fine, c'est une activité de business que je réalise. Donc, c'est-à-dire une activité qui doit être rentable, qui doit permettre d'avoir une rentabilité, de pouvoir payer mes collaborateurs, ensuite croître et de pouvoir recruter une équipe, etc. Donc, il y a un modèle économique, bien entendu. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, eh ben, le business, qui n'est pas un mauvais mot, parce que très souvent, ces acceptions peuvent être très souvent négatifs dans la manière dont le mot business est utilisé. En tout cas, pour moi, pas du tout. Hein. Tout est business. Vous allez acheter votre pain, c'est du business. Hein. Vous allez acheter un médicament, c'est du business. Vous partez en vacances, c'est du business. Voilà. Donc, et sur cette base-là, une fois que ceci est acté, eh ben, on est dans des interactions, dans des relations interpersonnelles, dans des interactions humaines. Voilà. Donc ça, je pense que c'est le plus important. Et c'est ce qui fait que derrière, on est en possibilité de pouvoir co-construire un projet. Parce que quand tu poses la question de quelle est ma force ou mes moyens de conviction, c'est pas trop dans des éléments de conviction. Je peux avoir moi des convictions, mais pas forcément des convictions pour aller transformer l'opinion de l'autre, mais plutôt pour savoir quel est le problème de l'autre et à partir de ce problème, comment est-ce que l'on peut essayer de travailler ensemble, réfléchir ensemble pour s'acheminer vers un projet commun. Tous les projets que je suis en train de réaliser, mis à part les projets qui répondent à des appels d'offres, hein, tous les projets que je constitue ont été constitués de la sorte. Voilà. Puis après, peut-être qu'à titre personnel, le fait d'avoir travaillé à l'international dans différentes cultures aussi, et d'avoir moi-même, je suis issu d'une famille à plusieurs héritages culturels, hein, musulmanes, arabes, berbères, marocaines, maroco-mauritaniennes, françaises également. Voilà, donc il y a européenne, on peut dire également. Hein, donc toutes les interactions sociales que l'on a depuis la petite enfance, en passant par les colonies de vacances, en passant par l'activité sportive, en passant par les études, en passant par le travail, toutes ces interactions sociales participent aussi à enrichir nos points de vue et finalement être peut-être beaucoup plus réceptif aux besoins des autres, avec potentiellement le fait que je suis, ça je le sais parce que c'était au début peut-être vécu de ma part comme un défaut, extrêmement sensible. Donc il y a une part de sensibilité, une proportion de sensibilité et d'empathie qui est très forte chez moi. Alors ça m'a très souvent joué des tours. Néanmoins, je pense que quand on a une forme de sensibilité et d'empathie, on est en mesure d'essayer de se mettre à la place de l'autre et donc peut-être de revoir ses positions, et ce qui peut aider à aussi partager des valeurs communes avec son client ou ses partenaires dans des. Merci, parce que effectivement j'ai bien conscience que c'est pas une question facile et après moi j'ai la conviction personnelle qu'elle est aussi au cœur des enjeux Oui. business. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a une transition écologique et solidaire à mener. J'ai été témoin des transformations digitales de plusieurs entreprises. J'ai suivi plusieurs carrières de transformers. Et je pense que cette sensibilité là, elle est dont tu parlais, elle est indispensable. Ouais. Et donc c'est important, je pense aujourd'hui que les entreprises puissent la repérer, la valoriser, l'autoriser, la protéger, et que oui, c'est un sujet qui n'est pas simple, mais je pense que c'est important qu'on ait le courage d'ouvrir ce capot-là aussi. Il faut l'ouvrir et puis ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur de mal faire. Voilà, il y a tout à l'heure on parlait de mise à jour, les relations humaines, c'est quelque chose qui se font au long cours. Karim, est-ce que tu aurais un message particulier à porter, à transmettre? Quel serait ton canary call à toi? Mon message, il est très large, hein, mais
j'ai lu un livre qui s'appelle La médiocratie. Je le conseille parce que je pense qu'il est au cœur d'un certain nombre de sujets qui mettent en difficulté un certain nombre d'actions, qu'elles soient des actions de cohésion sociale, qu'elles soient des actions de cohérence environnementale et politique, qu'elles soient au cœur des enjeux de tolérance, de vivre ensemble, parce que pour moi c'est un tout, hein. On peut pas dissocier l'enjeu climatique, l'enjeu environnemental, l'enjeu social, l'enjeu de la tolérance, l'enjeu de la lutte contre tous les racismes possibles, par exemple. Pour moi, tout ceci forme un tout. Et je pense que on est à un basculement où on parlait des Lumières très souvent, on cite les Lumières en référence, mais je pense qu'on s'en éloigne. On s'éloigne finalement de cette prise de conscience de la nécessité de prendre du recul, de se poser pour questionner en sortant des discussions passionnelles, parce que la passion est déraisonnée par définition, d'essayer de voir, de trouver des équilibres, de discuter de manière sereine, de prendre le temps, et ce temps est nécessaire pour que l'on trouve finalement, un que l'on trouve une forme de paix, qu'elle soit une paix collective, qu'elle soit une paix pour la nature, une paix, pour le climat, une paix pour l'économie. Et pourquoi est-ce que je parlais de médiocratie? Parce que justement, nous sommes arrivés depuis quelques années, en tout cas moi c'est mon ressenti, dans des interventions sur des sujets où finalement l'émotion passe en premier, la réactivité passe en premier, les analyses profondes, les profondeurs historiques sont complètement écartées, et finalement on en est à une forme d'actualisation à la minute pour expliquer le monde. Et, et le niveau d'explication, il en devient médiocre. Et cette médiocrité, finalement, dessert tout le monde. Elle dessert à la fois nos dirigeants, elle dessert à la fois les choix politiques et les choix que l'on peut faire dans les entreprises en termes de choix d'investissement. Et du coup aussi, elle peut desservir le commun des mortels, la société tout entière. Et je pense qu'il est important de voir que lire des livres, s'interroger sans rentrer pour éviter justement l'obscurantisme, pour éviter ces histoires de complotisme, pour éviter l'actualité du tweet, etc. Je pense qu'il est important que nous rehaussons le niveau de nos discussions, que l'on rehausse finalement le niveau de nos analyses, des analyses que l'on souhaite faire du passé, du présent, pour mieux préparer le futur. Car ce qui se joue là, les choix qui doivent être décidés vont conditionner finalement un certain nombre d'équilibres, climat, environnement, socio-économique, politique, et je pense qu'il ne faut pas qu'on loupe cette transition. J'avais une discussion il y a très peu de temps avec un ami, Olivier Frérot, pour ne pas le citer. En discutant, il me disait que nous sommes passés, et c'est très juste, donc je rends à César ce qui est à César, vu que c'est lui qui a exprimé cette phrase que j'ai trouvée juste. Nous sommes passés à l'époque d'une civilisation de la technico-scientifique, et que la société technico-scientifique qui se basait sur l'esprit des Lumières s'en est de plus en plus éloignée. Donc c'est-à-dire qu'on a dissocié la partie cultuelle, la partie culture, la partie philosophique des choix technico-scientifiques et financiers. Il y a une dissociation qui s'est faite, ce qui fait que nos choix, certains, ne reposent plus sur rien, ne reposent plus sur l'humain. Et que ce modèle, avec les crises qui sont en train de converger, qui sont en train de s'empiler, n'illustre-t-elle pas, là c'est une question que je pose, la fin de ce modèle technico-scientifique sur lequel s'est posé l'Occident? Et donc, est-ce que le salut ne viendrait pas justement de la
du positionnement au centre des questions des aspects socio-environnementaux, socio-climatiques, au cœur des sujets. Mais pour ce faire, il faut y remettre de la philosophie, il faut y mettre de la spiritualité, quelle qu'elle soit athée, qu'elle soit religieuse, peu importe, mais en tout cas de l'esprit au sens athénien du terme, au sens grec du terme. Je pense que c'est c'est ça le message. Et je rebondis parce que là, finalement, je reboucle avec ce que je disais en introduction sur la dimension socio-économique, la dimension des sciences humaines qui doit être très importante. Pour moi, c'est l'appel que je fais, hein, disons, mon canari, ce serait celui-ci. Et pour que les gens puissent comprendre le fond de mon message, je leur conseille encore une fois de lire Médiocratie. Voilà. Merci beaucoup de nous partager ton exigence et ton sens de l'urgence. Moi, je retiens éclairer nos décisions urgentes à prendre pour la planète de l'esprit des Lumières. Est-ce que ça te semble correspondre? Si, ça me semble correspondre. Je dirais même pour être plus complet, sur la base en partie des Lumières, mais également aussi parce que les Lumières, c'est très occidental. Mais il y a tous ces peuples autochtones, alors j'aime pas ce terme, on utilise le terme d'autochtones, qui ont également tout à l'heure, quand j'expliquais ce décalage qui se fait entre notre mère nature, finalement, ce qu'elle nous a appris, et le détachement que la technique et les sciences nous ont conduit à être. On est très souvent déconnectés. On a complètement perdu le sens des saisons. Donc ça nous interroge sur notre rythme alimentaire, sur le choix de nos vacances, sur plein de sujets, sur plein de sujets. Et il faudrait donc certes nous replonger sur une forme de nouvelle lumière, parce que peut-être aussi qu'il serait à questionner l'époque des Lumières, et que parler des Lumières ne signifie pas forcément reprendre stricto sensus les Lumières du passé, parce qu'en plus les Lumières, elles sont au pluriel, hein. Il y a eu l'âge des Lumières de la civilisation arabo-musulmane, il y a eu les Lumières de la civilisation chinoise, il y a eu les Lumières des civilisations, je dirais, occidentales, françaises, européennes, quoi, de l'Europe occidentale. Il faut bâtir des nouvelles lumières, il faut bâtir des nouvelles lumières. Mais en même temps, est-ce que la notion des lumières est forcément liée à des niveaux de développement importants? Et pourquoi pas aussi reconsidérer l'apport des civilisations autochtones et des civilisations indigènes, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais c'est comme ça qu'il est utilisé, hein, de ces populations de tradition orale qui ont très peu de traces écrites, mais dont leurs témoignages nous seraient aussi des lumières. Pour conclure, Karim, quelle musique, quel titre tu voudrais que nous écoutions ensemble là maintenant tout de suite? Alors, c'est très difficile parce que j'ai des choix extrêmement variés. J'imagine, ça corrobore avec ton ouverture d'esprit et ta soif de découvrir. Mais j'aurais un petit passement parce que cette chanson, des fois, me fait pleurer. Alors, c'est une chanson touareg d'un groupe de femmes, donc qui s'appelle Les filles de Iligadad, on dirait, Iliradad. Et le titre, c'est Ingradan de Fatou Saidi Rali et Alamou Akrouni. Merci beaucoup pour ton invitation à voyager et à respecter le vivant dans son ensemble. Merci beaucoup, Karim. Merci à toi. Merci, c'était très agréable et je te remercie. C'était un très très bon moment. Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast, à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.